Mesdames, Messieurs, bonjour. Le journal sur Al24 News. Voici les titres de l'édition. Coup d'envoi à Alger de l'AIC, Algerian Investment Conference, avec comme objectif la promotion des investissements en Algérie. Nouvelle révélation de l'enquête de l'Union européenne sur le Pegasus. De nouveaux éléments impliquant Rabat dans le dossier. Intense mouvement de grève en France dans les transports. Le syndicat réclame des minima sociaux, une hausse des salaires ainsi que des pensions. Voilà pour les titres, on entame cette édition avec l'économie, coup d'envoi de la deuxième édition de l'AIC Algeria Investment Conference qui se tient au Centre international des conférences CIC à Alger. Un événement dédié à la promotion des investissements en Algérie dans un contexte d'ouverture impulsé par la promulgation de la nouvelle loi régissant cette activité. Les relations entre l'Algérie et la Turquie sont historiques, culturelles, sociales et profondes. Ces dernières années, les relations se sont développées grâce aux deux présidents, Tebboune et Erdogan. En 2020, Erdogan a visité l'Algérie et une année après, en 2021, il y a eu une réunion de la commission mixte économique en Algérie. Il y a beaucoup de potentialités entre les deux pays qu'on pourrait développer. Nous avons tiré profit de ce forum et on espère qu'il y aura plus d'appui pour le développement. Économie toujours, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu le président directeur général de la société allemande Wintershall, tout en se félicitant de l'excellence et de la solidité des relations de coopération unissant les deux entreprises Sonatrach et Wintershall. Les entretiens ont porté sur le développement et le renforcement des relations de coopération et de partenariat dans l'amont pétrolier et gazier en Algérie, ainsi qu'en matière de formation, de transfert de technologie, ainsi que le savoir-faire. L'affaire Pegasus refait surface suite aux premiers éléments de l'enquête menée par le Parlement européen. Selon cette investigation, le Maroc ainsi que l'entité sioniste sont bel et bien impliqués. Actualité continentale, les présidents sud-africains et kenyans ont convenu un accord sur la circulation des personnes entre les deux pays. Désormais, les Kenyans pourront se rendre en Afrique du Sud sans visa pour une durée maximale de 90 jours par année civile. Le nouvel accord entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain. Nous vous le disions en titre, le président français Emmanuel Macron a annoncé depuis Toulon la fin officielle de l'opération Barkhane au Sahel, dans le continent africain. Les militaires français étaient présents depuis 9 ans au Mali. Il y a 3 mois, les soldats français se sont retirés du Mali. Ils resteront présents dans les pays voisins. Paris a précisé que la stratégie de la France en Afrique sera finalisée d'ici 6 mois. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Conflit en Ukraine, la défense russe a ordonné à ses troupes de quitter la rive ouest du fleuve Dnipro pour un redéploiement stratégique sur la rive est. Le général Sergueï Surovikin, commandant général de la guerre, a déclaré de son côté qu'il proposait de prendre des lignes défensives sur la rive est de la rivière. L'ennemi ne nous fait pas de cadeaux, ne fait pas de gestes de bonne volonté. Nous nous battons pour tout.
Et quand on se bat, chaque pas est toujours la résistance de l'ennemi, c'est toujours la perte de vie de nos héros. C'est pourquoi nous avançons très prudemment, sans émotion, sans risques inutiles, dans l'intérêt de la libération de toute notre terre et pour que les pertes soient les plus faibles possibles. Et le président russe Vladimir Poutine ne sera pas présent au sommet du G20 au Bali, en Indonésie. Cette annonce intervient après plusieurs mois d'incertitude sur la venue du président russe au sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20, organisé les 15 et 16 novembre en Indonésie. La délégation russe sera présidée par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Un jeudi de grève en France avec un réseau de transport perturbé en région parisienne. Le trafic sera fortement perturbé dans les transports parisiens suite à un appel des syndicats de travailleurs dans le pays. Du côté des métros, seules les lignes entièrement automatisées restent en fonction. Toutefois, le risque de saturation reste élevé. On reste en Europe, en Hongrie. Une ONG hongroise répertorie les adresses de luxe récupérées par l'oligarchie depuis le retour au pouvoir de Viktor Orban il y a 12 ans. Elle permet aux utilisateurs de vérifier qu'ils ne dépensent pas leur argent pour enrichir les personnalités politiquement exposées. Cafés, restaurants ainsi que des casinos. En 3 ans, plus de 400 références, très souvent situées dans le cœur historique de Budapest, ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont été saisies dans la base de données. Le Ner Hotel ou Hôtel Oligarque est une carte interactive en ligne où les utilisateurs peuvent rechercher des hôtels, des restaurants, d'autres lieux touristiques et ils peuvent vérifier qui en est le propriétaire, la société exploitante. Notre objectif était de montrer comment les personnes politiquement exposées s'emparent du secteur du tourisme. Nous constatons que certains individus surgissant de nulle part sont devenus depuis 2010 les hommes les plus riches de Hongrie. Leur style de vie est très éloigné de la plupart des Hongrois et ils ne peuvent pas expliquer d'où vient cet argent. Et il est tout simplement inconcevable que cette richesse ait pu être amassée de manière légale et rationnelle. La raison de cette accumulation étonnamment rapide de richesse n'est rien d'autre qu'un système qui favorise vraiment quelques-uns, un système corrompu. Aux États-Unis, les résultats définitifs de mi-mandat restent d'actualité, même si la conquête du Parlement par les Républicains n'a pas eu lieu comme le prétendaient les intentions de vote. À 2 ans de la présidentielle, le camp démocrate se montre confiant. Les détails avec Souhila Kilel. Les démocrates ont finalement résisté mieux que prévu. La vague rouge escomptée par les républicains n'a finalement pas eu lieu, privant Donald Trump d'un tremplin dans sa volonté de reconquête de la Maison-Blanche. L'un de ses potentiels rivaux à l'investiture républicaine, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lui a volé la vedette. Le ténor républicain, Kevin McCarthy, qui devait en cas de victoire devenir le prochain président de la Chambre basse, s'est voulu confiant quant à la reprise de la Chambre des représentants. S'ils l'emportent, les républicains ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils tenteront de dégommer le programme de Joe Biden, notamment sur le changement climatique et la loi sur l'inflation. Ils ont promis d'ouvrir des enquêtes sur sa gestion du pouvoir. Au Sénat, où les démocrates détenaient une très mince majorité avant l'élection, il va falloir être patient avant qu'une majorité ne se dégage. En Géorgie, les électeurs devront jouer les prolongations. En effet, cet État américain devra voter à nouveau le 6 décembre prochain pour désigner l'un de ses 2 sénateurs au Congrès, puisqu'aucun candidat n'a atteint la barre des 50% des voix. Le sénateur sortant, le démocrate Raphaël Warnock, sera de nouveau opposé au républicain Herschel Walker dans un scrutin sans 3e candidat cette fois-ci, qui pourrait s'avérer décisif pour déterminer la majorité à la Chambre haute du Congrès.
Et le locataire de la Maison-Blanche s'est félicité du résultat de ces élections. Joe Biden a souligné dans un tweet que son parti a perdu moins de sièges à la Chambre des représentants que n'importe quel président démocrate lors de sa première élection de mi-mandat depuis au moins 40 ans. Les résultats définitifs du scrutin ne sont pas encore connus. Toutefois, le président américain Joe Biden se dit prêt à travailler avec l'opposition républicaine au Congrès après avoir réussi à contrer la vague conservatrice promise aux élections de mi-mandat. Pour rappel, cette échéance est le dernier rendez-vous avant la présidentielle de 2024. Quel que soit le résultat final de ces élections, il y a encore des dépouillements en cours. Je suis prêt à travailler avec l'opposition républicaine. Et le peuple américain a clairement indiqué, je pense, qu'il attend que les républicains soient également prêts à travailler avec moi. Et le président démocrate a exprimé son intention de briguer un second mandat en 2024, mais le confirmera en début d'année prochaine. J'espère que Jill et moi aurons un peu de temps, que nous pourrons nous éclipser une semaine entre Noël et Thanksgiving. Et à mon avis, nous prendrons une décision début d'année prochaine. On reste en Amérique quelques jours après son retour au pouvoir. Le président élu Lula Inácio da Silva a rencontré le président du Sénat Rodrigo Pacheco à Brasilia. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du processus de transition après la victoire de Lula da Silva sur le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, lors de l'élection présidentielle du mois d'octobre. Et entre la Colombie et le Venezuela, le trafic aérien a repris avec un premier vol commercial de la compagnie nationale colombienne Satena qui est arrivé à l'aéroport international de Maiquetía au Venezuela. Les vols directs entre Caracas et Bogota ont repris alors que le gouvernement colombien a demandé aux États-Unis de revoir les sanctions contre la compagnie aérienne publique vénézuélienne. Aujourd'hui, Satena, pour la première fois de son histoire, effectue un vol international. Et pas n'importe quel vol, pas vers la Floride, pas vers Aruba, mais pour rétablir la fraternité entre la Colombie et le Venezuela. Un mot de culture, l'ambassade d'Argentine en Algérie a organisé hier la projection du film documentaire du Soudan à l'Argentine, à Alger, en présence du réalisateur. Cet ouvrage cinématographique, qui a pour l'objet le parcours d'un archéologue argentin et son périple soudanais à la recherche d'une nouvelle approche sur l'égyptologie. La projection a connu une forte présence diplomatique et a également vu un débat très animé par le réalisateur qui a répondu aux différents questionnements autour du documentaire projeté à la Cinémathèque algérienne. Ah, mais c'est un honneur extraordinaire. La Cinémathèque, c'est une place vraiment légendaire, et non seulement dans l'histoire du film africain, mais dans l'histoire du cinéma mondial. Ici, il y a une très grande histoire de l'art, de la culture, du cinéma, et donc c'est un grand plaisir pour nous d'être ici ce soir et de pouvoir pour vous présenter le film. C'était de raconter une histoire que ce n'était pas connue. Je pense que à aucune place, mais surtout aussi l'Argentin, que c'était une chose un peu en surprise pour moi, parce que je ne savais pas que nous sommes ignorants sur cette histoire, et donc je pense que c'était une histoire qui était cachée et oubliée, et c'est un peu le travail du documentaire de récupérer les histoires qui se sont oubliées. Culture toujours aux États-Unis, la vente aux enchères chez Christie's New York de la collection d'art du cofondateur de Microsoft, Paul Allen, décédé en 2018, dépasse la barre historique d'1 milliard de dollars avec une pluie de records pour des œuvres de Van Gogh, Cézanne ou encore Gauguin. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.